Bienvenue à cette 5e émission d'information sur l'exploration pétrolière dans l'Est du Québec. Dans les premières émissions, nous avons traité de la structure administrative de Pétrolia et des territoires sur lesquels la société détient des permis d'exploration. 2 émissions ont porté sur les différents travaux que doit effectuer une société pétrolière pour en arriver à une découverte. Une société pétrolière doit continuellement refaire des travaux pour améliorer ses connaissances avant de passer à l'étape de la production. Les levées sismiques et magnétotelluriques, la géochimie et les forages font partie d'un cycle d'activité. Ce n'est que lorsqu'une société possède la certitude qu'une découverte est rentable qu'elle va procéder à la demande d'un bail de production, c'est-à-dire à la demande d'un permis pour exploiter un gisement. Bonne émission! Comme on a expliqué dans quelques émissions, on commence par, souvent dans l'industrie, le relevé sismique. Après ça, on procède au forage et on fait nos tests de production pour arriver éventuellement à notre bail de production. Mais là, la question essentielle, c'est qu'avant qu'on arrive là, souvent, on va revenir ici sur la première étape. Si je donne un exemple d'Aldima numéro 1. Aldima numéro 1, on a commencé donc par la sismique 2D. On a procédé à la fabrication de notre forage, on est allé forer, fait nos tests. Les tests ont démontré qu'il y avait effectivement une découverte. Alors, suite à la découverte, on retourne ici et on recommence avec la sismique 3 dimensions et on repasse avec, en partant de là, on s'est dit on va faire un deuxième forage, Aldima numéro 2, et là, on est reparti dans le même cycle. On est proche du bail de production, mais on n'a pas encore suffisamment d'informations pour donner au gouvernement et pour s'assurer que cette production-là va être économiquement rentable. Alors, on repart encore dans le même processus et là, on va décider d'aller faire le Aldima numéro 3. Donc, on est à l'étape d'avoir notre permis, naturellement, du ministère, mais aussi de faire la construction du site, qui va durer à peu près 1 mois, et de faire notre forage, qui dure à peu près aussi 1 mois. Par la suite, on va procéder à nos tests de parachèvement du puits, et le test de production. Pétrolia et son partenaire Québénergie ont indiqué que le prochain forage vise à démontrer que le gisement Aldeman peut être exploité de façon rentable et de manière classique, c'est-à-dire sans avoir recours à la fracturation hydraulique. Cette 5e émission part de l'hypothèse que le projet Aldeman est rentable. Cette hypothèse positive amènerait donc les partenaires à présenter une demande de bail de production. Il sera donc question, au cours de cette émission, des principales exigences auxquelles doit se conformer une société pour obtenir un certificat d'autorisation du ministère du Développement durable et un bail de production du ministère des Ressources naturelles et de la faune du Québec. Donc, on arrive, on a foré Aldima numéro 3. Aldima numéro 3 produit, comme on s'attend, une belle production et c'est économiquement rentable selon nous. Avant de penser à la demande de bail exige certaines étapes que l'on va devoir remplir avant d'arriver à faire la demande. Alors, la première, établir les réserves. Les réserves qui va être faites par une firme externe. Donc, est-ce que c'est économiquement rentable? C'est pas nous qui l'établissons, mais une firme externe. Le deuxième, arriver avec un plan d'aménagement. Alors, le plan d'aménagement, là, c'est comment tous ces puits-là, combien de puits on va faire. Donc, mettre ça tout ensemble, répondre à ça. Et le troisième, arriver avec un certificat d'autorisation qui est exigé par le ministère du Développement durable. Alors, on doit répondre à leurs exigences aussi. Le calcul de réserve dans Aldeman n'est pas fait. On parle toujours ici d'un potentiel. On parle de ressources en place.
Donc, c'est du pétrole qui est en place. On sait la quantité, on a une bonne idée de la quantité de pétrole qui est en place. On a une bonne idée de la quantité qu'on pense être capable d'aller chercher. Il faut maintenant faire la démonstration qu'on peut effectivement aller chercher ça. Alors, on va aller chercher les données précises pour être capable d'établir ce niveau de réserve-là avec un degré d'assurance relativement élevé de l'ordre de 90 %. C'est ce que ça prend pour pouvoir déclarer que le potentiel qu'on avait identifié passe maintenant à l'étape de réserve. Les réserves, ça a une connotation légale. C'est encadré, c'est régi. L'autorité des marchés financiers va prêter beaucoup attention à comment est-ce qu'on évalue des réserves. Alors, et on va parler à ce moment-là de réserves prouvées. Calcul de réserve, oui, c'est bankable. Donc, c'est vraiment, là, calcul de réserve, c'est que tu donnes ça, ça va pouvoir être inscrit dans tes livres comptables. Si on regarde un petit peu, ça fait longtemps qu'il y a des découvertes de pétrole depuis 1860 en Gaspésie. Ce qu'ils n'ont jamais réussi, c'est à prendre un puits avec un volume de production commercialement rentable. Il y a un minimum, là. Si vous ne produisez pas 50 barils par jour, initialement dans votre puits va baisser jusqu'à 10 barils comme on produit actuellement, votre puits ne sera pas rentable. Vous ne serez pas capable de rembourser le coût initial de votre puits. Bon, c'est des critères qui sont sensiblement similaires à ceux de n'importe quel autre projet. Alors, il s'agit d'estimer les revenus qu'on escompte dans un projet et de comparer ça aux dépenses qu'on va encourir. Alors, les dépenses, c'est les forages, les équipements qu'on devrait installer, la main-d'œuvre qu'on embauche, les sous-contractants qu'il faudra engager. Et on va comparer ça aux revenus. Et on va décider si le rendement est suffisant ou pas, on va investir ou on n'investira pas. Fondamentalement, c'est ça. Alors, les grandes variables là-dedans, évidemment, on parle de pétrole, alors le prix du pétrole est une variable importante. C'est sûr qu'à 100 $ du baril, on est moins inquiet quant à la rentabilité d'un projet. S'il était à 50, bien là, ça remet en question bien des choses. Alors, le ministère, eux autres, qu'est-ce qu'ils veulent savoir? C'est est-ce qu'ils vont émettre un permis, un bail de production pour 20 ans, mais est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est vraiment tangible? Est-ce que l'entreprise peut vraiment produire sur ce réservoir-là? Quand on a foré nos puits, regardez Aldeman 2, regardez Tarpoint, OK? Si on avait été il y a 5 ans, 4 ans, 5 ans, si on aurait refermé ces puits-là immédiatement en disant ils ne produisent pas. Le volume de production était insuffisant. Un baril par jour, on ne met pas ça en production, un baril par jour. OK? Avec toutes les connaissances qu'on a, on a vraiment pris une bonne décision en disant on peut poursuivre la recherche pour le produire. Il faut aller chercher au moins des productions de 60-70 barils. Puis si on fait des forages horizontaux, au moins 150 barils par jour, par puits, pour réussir à être rentable de façon commerciale. Mais on sait déjà qu'il y a 8 millions de barils qu'on peut récupérer. 8 millions, là, ça représente 800 millions de dollars. Fait qu'on c'est normal qu'on mette un effort pour aller chercher. Puis je pense qu'on a trouvé dans toute l'exploration, il vous faut la clé. C'est quoi la clé qui vous permet de comprendre comment ça produit? On pense qu'on a trouvé la clé, on a la bonne clé. Ça prend d'abord le permis d'exploration. C'est la première chose. Le permis d'exploration donne le droit exclusif à une entreprise, à un individu, de rechercher du pétrole ou du gaz naturel. On a donc l'exclusivité sur un territoire donné de rechercher ça. Une fois qu'on aura trouvé, qu'on est capable de calculer des réserves, là, il faudra produire une demande de bail. C'est-à-dire, il faudra produire au ministre une évaluation du gisement, la nature du produit qu'on y retrouve, quelles sont les caractéristiques du réservoir, comment est-ce qu'on entend développer ce réservoir-là, sur quelle période d'année, avec combien de forages. Alors, il faudra présenter tout ça au ministre des Ressources naturelles, accompagné d'une étude économique qui fait la démonstration que tout ça est rentable. Et auquel cas, on conclura avec le ministre un bail d'exploitation qui a une durée de 20 ans. C'est que dans le bail d'exploitation, il y a énormément d'informations qui doivent être fournies au gouvernement parce que quand on va au bail d'exploitation, c'est qu'on a une confiance qu'on est capable de produire le gisement de façon économique.
Donc, on doit prouver au gouvernement quelles sont la superficie du terrain de réservoirs qu'on espère produire, comment on va le faire. Donc, il y a de l'information technique qui doit rentrer dans ce domaine-là. On se doit de dire quelle zone productrice, quelle est la zone, l'épaisseur de cette zone-là, de quelle façon on va extraire le pétrole, à quelle vitesse on va l'extraire, et quelles sont les pressions de la formation. Alors, est-ce qu'on utilise un forage vertical? Est-ce qu'on utilise un forage horizontal? Un bail de production, à la base, ça couvre un territoire. Là, dans la loi, on prévoit 250 hectares. Un hectare, il y a 100 hectares par kilomètre carré. Alors, ça couvre généralement un territoire. Grosso modo, on cherche à viser, là, après, si le bail va découper, dans le fond, la structure qui est à exploiter. Donc, là où on a évalué qu'on pouvait soutirer le pétrole, alors, le bail va couvrir la surface de cette structure exploitée-là. Alors, il est plus ou moins grand, ça dépendra de l'importance de la structure, de l'importance du gisement. Alors, ça peut varier d'un gisement à l'autre en fonction de la taille du gisement. Le gouvernement ne nous émettra jamais de bail pour une grande surface quand on n'a même pas les informations pour dire de quelle façon on va aller le produire, ce pétrole-là. Alors, ça vient au fur et à mesure qu'on a l'information, on ajuste. Et peu importe où on trouvera un gisement exploitable, ça prendra à chaque fois un nouveau bail de production qui est toujours négocié avec le gouvernement à ce moment-là. C'est sûr que notre demande de bail, lorsqu'on va forer ou si on retourne dans l'aldiman numéro 1, on vient refaire un puits horizontal et puis là, on remet celui-là en production. On va devoir l'ajouter à notre demande de bail de production. Alors, on va faire une modification au bail de production. On va ajouter des systèmes parce qu'éventuellement, ce qu'on désire, c'est probablement relier il va falloir relier tous ces puits-là ensemble pour arriver à produire efficacement. Pour que le ministère des Ressources naturelles et de la Faune émette un bail de production, la société doit préalablement fournir un plan d'aménagement. De toutes les questions que se pose la population et les élus municipaux, un grand nombre se rapportent à ce plan d'aménagement. Les gens veulent savoir à quoi va ressembler la région de Gaspé si l'exploitation du projet Aldeman se confirme. Donc, Aldiman numéro 3 arrive, produit, et on va faire une demande de bail sur Aldiman numéro 3 pour qu'on puisse mettre ce puits-là en production, en sachant très bien qu'on va pouvoir faire d'autres puits et on va avoir d'autres possibilités d'augmenter notre production en ayant d'autres puits producteurs que certains vont produire plus, certains vont produire moins. Donc, le plan d'aménagement, là, c'est qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est le plan d'aménagement part avec Aldiman numéro 3, quel genre de réservoir on va mettre, comment on va interrelier ces réservoirs-là, le séparateur, combien d'huile on va produire. C'est des réponses qu'il va falloir donner. Comment on va le transporter? Bien, c'est une question qu'on pose à Pétrolier depuis le tout début. C'est important qu'on sache rapidement à quoi pourrait ressembler un développement sur la pointe de Aldeman pour pouvoir informer notre population. Voici le choix qu'on a à faire. Mais pour l'instant, on n'a pas comment de nombre de puits, comment de torchères, comment de routes pour transporter ce puits-là. Est-ce que ce sera par aléoduc pour amener ça au port de mer, par train, par camion? On aimerait avoir ce scénario-là pour prendre une bonne décision. Parce que c'est comme si quelqu'un dit on veut développer un centre commercial, mais on n'est pas capable de nous dire la largeur, la hauteur, la grandeur. C'est toute une différence sur l'acceptabilité ou non d'un projet. C'est ce qu'on aurait besoin de connaître rapidement pour informer notre population, pour qu'on puisse prendre une bonne décision collectivement sur ces impacts là, que pourrait représenter un tel développement. Tant aussi longtemps qu'on n'a pas la réponse de Aldiman numéro 3, de comment on va produire, on pense qu'à partir de ce moment-là, Aldiman numéro 3, on va être apte à faire la demande de bail et on est là. La demande de bail, ça veut dire qu'on peut mettre ça en production et on commence à avoir une idée de comment on va tout mettre le nombre de forages, puis tout ça. Donc, présentement, de répondre en émettant des hypothèses, on n'est pas capable parce qu'on n'a pas encore, on ne sait même pas nous-mêmes si oui ou non on va produire de ce gisement-là. Alors,
pourquoi émettre des hypothèses sans savoir exactement s'il y a une possibilité de produire ça? Je pense qu'on est capable, à ce moment-ci, on le voit à travers le monde, il y a plein de développements qui sont faits, on est capable, je pense, de spéculer sur à quoi pourrait ressembler un développement si on fait une découverte là, dans le 9 km² présentement qui est à l'étude. Là. Je pense qu'on serait capable là, de mettre en place des scénarios qui nous permettraient de voir si ces scénarios-là tiennent la route, puis pourraient avoir l'acceptabilité sociale, puis être acceptés par les citoyens, ou qu'on s'en va dans un mur de béton, puis que si on arrive avec ce développement-là, ça va être une catastrophe sur l'impact au niveau du tourisme ou sur les citoyens qui vivent autour de ces gisements-là. C'est ce qu'on a besoin de savoir rapidement, puis on ne nous donne pas l'information présentement. On ne veut pas nous donner cette information-là pour des raisons que j'ai de la misère, sincèrement, à comprendre. Je pense que Petrolia ne veut pas nous donner des scénarios parce qu'à la question que j'ai posée, on m'a dit oui, c'est bon, on va arriver avec des scénarios. Et par la suite, on m'a dit non, on ne peut pas te donner de scénario. Donc, dans une rencontre que j'ai eue avec Petrolia, on m'a dit écoutez, on comprend, monsieur le maire, vous avez besoin d'avoir des scénarios pour bien comprendre c'est quoi l'impact sur Alderman. On est en train de travailler à ça, on regarde qu'est-ce qu'il fait ailleurs dans le monde. On va pas vous donner des scénarios. Même, on parlait de faire un voyage exploratoire pour voir c'est quoi, là, concrètement, là, voici là, à quoi ça ressemble. C'est quoi l'impact là, sur les citoyens, sur les routes. Puis il est arrivé après ça en disant ça serait trop difficile à ce moment-ci de vous donner des scénarios. Oui, effectivement, on sait que depuis un an et demi, il y a des questions qui sont demandées de la part des élus municipaux, à savoir à quoi va ressembler, donnez-nous des hypothèses, à quoi va ressembler l'environnement lorsque vous mettrez ça en production. Il était effectivement trop tôt. Ça peut paraître un peu spécial de dire ça, là, mais quand on dit qu'on est vraiment toujours à la recherche d'informations et que nous ne possédons pas cette information-là, Aldiman numéro 3, on va chercher une nouvelle technique qu'on va appliquer. On s'attend à avoir des bonnes réponses. On pense que celui-ci va nous permettre de répondre justement à toutes ces... Ça ne sera plus nécessairement des hypothèses, ça va être... on va pouvoir dire combien de puits. On veut juste des scénarios. C'est la même chose pour l'éolien. L'éolien, on nous donnait des scénarios. On ne pouvait pas tout à fait là, encore établir où seraient les éoliennes, mais on nous expliquait un peu à quoi pourrait ressembler. Puis par la suite, vers la fin des travaux, bien, on pouvait voir les différences qu'il pouvait y avoir, mais on pouvait déjà se préparer pour dire non, ça on veut pas, ça on veut ça oublier ça, ce scénario-là. Et ça nous permettait bien, d'avancer vers le bon modèle de développement qui correspond à nos attentes. Tout schéma de développement du champ aura un impact sur combien de puits, comment est-ce qu'on a une forêt, des sections horizontales et tout ça. Donc, il y a un arrimage. Il y a un arrimage de bien connaître la réalité locale, de bien connaître en face de nous les partenaires que nous avons, parce que moi, je considère que nous sommes en partenariat avec les gens locaux, les mairies, les gens en développement communautaire, les gens en développement économique communautaire. Tous ces gens-là, pour nous, c'est mes partenaires. Parce que c'est sûr que je voudrais quand même tenter de maximiser le plus grand possible l'impact économique chez les gens. Tout naturellement en respectant qu'il y a d'autres acteurs, les acteurs touristiques, qu'eux, de leur côté, doivent protéger leurs intérêts, c'est normal, et doivent naturellement pas juste préserver le minimum, mais dans une optique de bâtir. Le ministère du Développement durable là, va devoir émettre un certificat d'autorisation de nos travaux. Et ça veut dire que c'est basé sur notre plan d'aménagement. Que là, présentement, sur Aldiman, il n'y a rien qui est comme fixe. Tout est temporaire, donc parce qu'on est en test et on est en exploration. Mais aussitôt qu'on parle de production, ces éléments-là, toute la pompe, les réservoirs, ça va tout être fixe et on va devoir justement, il y a des normes que le ministère du Développement durable a mis en place et on va devoir répondre à ces normes-là. C'est clair que j'ai pas toutes les informations que j'aimerais avoir, je vous l'ai bien exprimé. Puis des fois, on comprend bien. Tu sais, c'est une entreprise privée, puis c'est pas toujours évident, peut-être pour eux, de fournir l'ensemble des informations qu'on souhaiterait avoir. Comme je vous dis, on est chanceux d'avoir un joueur, puis je l'ai toujours dit, un joueur comme Petrolia qui est accessible. Ça serait Shell ou d'autres entreprises, là. Je suis pas sûr que j'aurais accès au président aussi facilement que je peux l'avoir avec Petrolia. Je pense qu'on peut considérer que Petrolia essaie d'être proactif dans sa façon de voir les choses et de respecter le milieu. Puis ça, je pense qu'on a toujours dit qu'un projet comme la production pétrolière, il faut que ça passe en premier
par l'acceptation du milieu. Mais si on arrivait, parce que si on respectait seulement les normes qui sont là en place et que on aurait tout le droit d'arriver et dire maintenant, on a fait une demande de permis, on vient s'installer sur tel endroit. C'est sûr qu'il faut avoir une entente avec le propriétaire, mais on pourrait arriver à dire on fait tous nos trous partout, puis on gère ça en zone fermée, comme ça, en vase clos. Alors, je pense qu'on a intérêt à être un petit peu proactif et de dire maintenant, s'il faut venir voir le milieu, il faut transmettre l'information, être le plus transparent possible, mais permettre la communication, donc pas unilatérale, mais bien bidirectionnelle. Alors, être à l'écoute des gens du milieu. Et être à l'écoute des gens du milieu, ça veut dire aussi être proactif. Donc, voir venir les choses, voir venir les questions. Les gens du milieu ont droit de se poser, est-ce que ça va contaminer ma nappe phréatique? Et on se doit de répondre à ces questions-là avant même qu'il y ait une demande de bail qui soit faite. Merci d'être resté avec nous pour cette 5e émission d'information sur l'exploration pétrolière dans l'Est du Québec. Toutes les réponses aux questions que se pose la population et les élus municipaux n'ont pas encore été répondues. Nous avons vu qu'une bonne partie de ces réponses sera donnée par le plan d'aménagement qui sera élaboré en fonction des résultats des tests de production du prochain puits. Les prochains mois seront donc déterminants. Pétrolia et son partenaire Québénergie souhaitent évidemment des résultats positifs pour que le projet Haldimand puisse passer à l'étape de la production et qu'un plan d'aménagement puisse être élaboré et présenté à la population. C'est dans cette optique que Pétrolia et son partenaire ont été proactifs et qu'ils ont lancé 2 études en collaboration avec 2 universités. La première étude vise à répondre aux questions essentielles telles que l'exploration et l'exploitation pétrolière peuvent-elles être menées de manière sécuritaire? Peuvent-elles constituer une menace pour la qualité de l'eau souterraine? Cette étude est pilotée par le professeur René Lefebvre de l'INRS, l'Institut national de recherche scientifique. Elle porte sur tout le système hydrogéologique de la pointe de Haldimand. Cette étude sera le sujet de la 7e émission. La seconde étude concerne la dimension sociale selon une approche d'éco-conseil dans un contexte de controverse environnementale. Celle-ci sera réalisée sous la responsabilité de la professeure Nicole Wiebens, assistée de Peggy Henry, 2 chercheurs de l'UQAC, l'Université du Québec à Chicoutimi. Cette étude s'appuie sur une participation active des intervenants du milieu dans une approche qui favorise l'égalité des acteurs afin que les décisions soient prises en commun dans une vision de développement régional. La prochaine émission portera sur cette seconde étude et en particulier sur les mécanismes mis en place par les universitaires pour étudier tout le processus de communication qui vise à concilier les intérêts des divers intervenants. Nous espérons que vous serez des nôtres pour cette prochaine émission. Si vous avez des questions sur les thèmes abordés ou des réactions au contenu de cette émission, vous pouvez communiquer avec Pétrolia, soit en utilisant l'adresse électronique info@petroliagaz.com ou encore en téléphonant au numéro sans frais 1-855-657-1966.